Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio pour encore 30 minutes de foot tous ensemble et puis ce soir vraiment plein de sujets intéressants sur les championnats domestiques. Parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à parler de la Coupe d'Europe ces 2 dernières semaines. C'était en même temps l'actualité, c'était vraiment ça qui définissait le football ces derniers temps. Et là, effectivement, on va faire une petite pause. On a une petite pause pendant 2 semaines. Les demi-finales de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Conference League se déroulent les 9, 10 et 11 mai et suivi bien sûr du 15, 16 et 17 mai. 16, 17 et 18 mai, plutôt. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà. Donc, effectivement, on va pouvoir débriefer un petit peu le championnat tous ensemble. Et ce week-end, il y a eu beaucoup de championnats qui ont quasi basculé d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, et j'avais envie qu'on revienne un petit peu là-dessus. Je voulais aussi qu'on parle du nouveau Pouli d'or du sport français, je pense. Je sais pas si les gens qui sont à l'écoute là de Buonasera Calcio en live ou en podcast un petit peu plus tard ou en vidéo en rediffusion savent qui est Pouli d'or. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui le sait parce que c'est fait partie du patrimoine du sport français. C'était un petit peu le perdant magnifique, c'était un petit peu finalement l'étendard du sport français pendant très très longtemps. Le sport français alors je connais pas son petit-fils, il y a dans les commentaires Forza Juve qui dit son petit-fils est très fort d'ailleurs, donc je ne sais pas du tout, je sais pas s'il fait du cyclisme, je suppose. En l'occurrence, Pouli d'or était l'archétype du sportif français qui pouvait être magnifique, mais qui perdait toujours à la fin. Pouli d'or n'a jamais gagné le Tour de France. En revanche, il a vraiment emmené avec lui tout le public français et il a terminé, je sais plus combien, 5 ou 6 fois deuxième du Tour de France. Donc voilà, donc c'était vraiment cool. Et je veux dire, en tous les cas pour l'époque. Et puis ensuite, il y a eu un changement dans le sport français dans les années 70-80, je pense, où les gens ont commencé à gagner avec Bernard Hinault, par exemple, etc. Et là, le sport français est passé dans une autre dimension qui s'est affirmée dans les années 90 avec la première Coupe Davis. Ça a été vraiment important. Et puis confirmé définitivement avec les bronzés au handball et enfin la Coupe du Monde 98 qui a été l'apothéose du sport français et qui a lancé toutes les victoires qu'on a maintenant dans le sport français, en particulier dans les sports collectifs. C'était dans les sports collectifs, même dans les sports individuels. On n'a jamais eu une génération comme les nageurs qu'on a eu là dans les années 2010, etc., etc. Enfin, il y a plein d'endroits dans le sport où on a commencé à gagner et tout a commencé avec finalement le cyclisme, avec Bernard Hinault, avec Laurent Fignon, avec des gens comme ça. Bon voilà, je suis désolé, une petite rétrospective. Bref, on parlera du nouveau Pouli d'or. Alors j'espère que je vous ai pas endormi avec toute cette rétrospective du sport français, mais c'est intéressant de faire le parallèle. Donc voilà, et puis de savoir d'où on vient aussi. J'ai appelé cette émission Les Champions se précisent, effectivement, et donc premier point, c'est Arsenal et le Bayern qui craquent. Alors pas au même niveau, mais on n'en est pas loin. Deuxième point, ce sera le Napoli et le Barça qui, eux, ne sont plus qu'à un pas du titre. Donc voilà. Et enfin, donc Lens, le chouchou français. Voilà. Ok, salut, bonsoir, bienvenue dans les commentaires. Ciao Kutunujo, come stai? Va bene, molto bene. T'as vu, j'ai révisé. Donc voilà. 3 du match de mercredi. Ouais, le match de mercredi va être fou. Justement, commençons par ça. Arsenal et le Bayern, donc 3 du match de mercredi, c'était dans les commentaires.
Je pense que on parle du match Arsenal-Manchester City et en l'occurrence effectivement et puis oui le match de ce soir aussi au Cotonou qui dit Forza Atalanta. Effectivement ce soir il y a un très très beau Atalanta AS Roma qui n'est pas retransmis en France. Pourquoi ? Parce que l'Atalanta a toujours son sponsor qui n'est pas autorisé à la télé française. Voilà, j'allais dire le mot. J'allais dire le nom, c'était une mauvaise idée. donc voilà. Donc effectivement, malheureusement, on verra pas le match, mais c'est un match décisif pour la Coupe d'Europe et pour l'Atalanta et pour l'AS Roma, parce que Milan est revenu à la hauteur de l'Atalanta ce week-end dans le championnat d'Italie à la 4e place. Donc voilà, match très très important. Forza Atalanta d'ailleurs aussi au Cotonou ce soir. C'est vraiment l'objectif. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc Arsenal et le Bayern qui craquent. Oui, alors surtout Arsenal. Je ne sais pas si vous avez vu ce match complètement dingue de vendredi soir avec ce Arsenal-Southampton, donc le choc des extrêmes entre le premier et le dernier du championnat d'Angleterre. Arsenal sortait de 2 matchs nuls, 2-2, qui avaient exactement le même scénario, c'est-à-dire ils menaient 2-0 et finalement ils se faisaient reprendre 2-2 avant la fin du match. Arsenal a décidé de changer de scénario. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez regardé ce match, mais si vous l'avez regardé, vous aviez été certainement très diverti par ce match, parce que Arsenal cette fois-ci s'est dit, au lieu de mener 2-0, je vais me faire mener 2-0 en moins en très très peu de minutes. Je crois que c'est en 8 minutes que Arsenal est mené 2-0. Non, 16, un truc dans le genre, je crois. En tous les cas, le premier but est très très rapide. C'est la première relance, une erreur du gardien qui fait une passe et qui a intercepté. Il y a une très très belle frappe en revanche de Alcaraz hier. C'était pas un but tout fait, attention, il lui met une lucarne et d'ailleurs le goal d'Arsenal le touche. Donc voilà, donc c'était vraiment pas un but tout fait. Bref, 2-0, Arsenal qui revient 2-1, puis ensuite Southampton qui repasse à 3-1 et enfin dans les 5 dernières minutes parce que ça commence à la 87e et puis ça se termine à la 93e. Arsenal met le 3-2 puis le 3-3, a même des occasions de marquer le 4-3, mais bon, on le saisit pas et repère encore 2 points sur Manchester City, enfin potentiel parce que City ne jouait pas ce week-end. City est en demi-finale jouait sa demi-finale de Cup, de FA Cup, qu'ils ont d'ailleurs gagné avec un triplé de Riyad Mahrez. Et donc ils iront jouer la finale contre Manchester United, qui eux le lendemain se sont qualifiés ou la veille, non le lendemain, sont qualifiés pour pareil, la finale de Cup, mais cette fois-ci au penalty. Donc un derby de Manchester en finale de FA Cup, ça va être chaud. Ça va être compliqué pour Manchester United, mais surtout avec un De Gea et un Maguire à ce niveau, au niveau qu'ils nous ont montré récemment en championnat, mais bon, en Coupe d'Europe, pardon. Mais bon, passons, et en tous les cas, Arsenal potentiellement a 5 points d'avance pour l'instant sur Manchester City, mais 2 matchs en retard, et de surcroît, ils doivent les rencontrer mercredi. Donc, en gros, ils ont si Manchester City gagne tous ses matchs, ou même fait match nul contre Arsenal, effectivement, même s'ils font match nul contre Arsenal, ils ont 2 matchs derrière pour reprendre la tête du championnat, vu que même s'ils font match nul contre Arsenal, s'ils gagnent leurs 2 matchs de retard, ils auront 1 point d'avance sur Arsenal. Donc c'est le match contre Manchester City mercredi, c'est un vrai test ultime pour Arsenal. Soit effectivement ils gagnent ce match et ils ont encore leur destin entre leurs mains. Et donc, derrière, Manchester City, qu'ils gagnent ou pas les 2 matchs en retard, ça dépendra des performances d'Arsenal. Ou alors, s'ils le perdent, là, ils n'ont plus du tout leur destin entre leurs mains. C'est juste Manchester City qui aura à faire le job. C'est en plus quelque chose qu'ils savent faire, des finishes à 1 point. Manchester City, ces 3 dernières années, ils l'ont fait chaque année. Ils ont gagné 2 championnats, je crois, sur les 3 dernières années avec 1 point d'avance, alors qu'ils étaient en chasse-patate, on va dire, pour rester sur le thème du cyclisme, quasi tout le championnat derrière Liverpool.
Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Oui, incroyable ce match passé de 1-3 à 3-3 en 2 minutes, c'est abusé. Ouais, c'était donc tout en fin de match. Et encore, en fin de match, je suis à la barre de Trossard. Oui, c'est vrai, la frappe un peu, effectivement. Et après City, il y a Chelsea, mais surtout Brighton et Newcastle pour Arsenal, ça sent pas bon pour eux. Non, c'est vrai, c'est ce qu'on disait en tous les cas pour Arsenal. C'est vraiment la peur de gagner là, parce que les trois dernières prestations qui se font 3 matchs nuls, donc potentiellement ils perdent 6 points en 3 matchs, hein, ce qui est monstrueux, ça voudrait dire qu'en gros c'est 2 défaites sur 3 matchs. Ils perdent 6 points sur 3 matchs. C'est pas des top clubs en fait. Si encore c'était des top clubs, bon, on peut se dire ils rencontrent plus fort qu'eux et puis voilà. Non, là ce qui se passe c'est que ce sont des clubs qui sont tout à fait à leur portée. Hein. Southampton est dernier de Première Ligue, hein, donc voilà. C'est pas du tout un problème pour Arsenal. Ils sont bien plus forts que Southampton. Il n'y a pas de souci. Et pourtant, ils n'arrivent pas à gagner, ils n'arrivent pas à prendre les événements par le bon bout, tout simplement parce qu'ils ne savent pas le faire et qu'ils ont la peur de gagner, on l'a dit plusieurs fois. Et puis, ça tourne pas vraiment, même les remplaçants, quand ils rentrent, c'est pas terrible, même si c'est vrai qu'ils sont quand même renforcés à l'intersaison avec Trossard, justement. Ce qui est quand même un beau recrutement hein, pour un club. Hein. Trossard à l'intersaison, c'est très très bien. Mais c'est vrai que Gabriel Jesus n'est pas le Gabriel Jesus d'avant sa blessure. Martinelli fait tout ce qu'il peut. Saka, il commence à piocher. Xhaka n'était pas là aussi. Donc je l'ai beaucoup chambré, Xhaka, dans ma carrière de chroniqueur footballistique. Je l'ai vraiment beaucoup chambré. Mais ça n'empêche que je dois avouer que cette saison, il amène de l'expérience et de la maîtrise des événements à Arsenal. Et là, il n'était pas là et ça s'est vu. Bon, en même temps, il était là aussi dans les matchs avant où ils ont piteusement été rejoints au score. Donc voilà, mais quand même, il manquait quelque chose. Thomas Partey n'a pas vraiment énormément de rayonnement d'ailleurs quand il n'est pas là. Donc voilà, ouais, effectivement, c'était très compliqué. Et voilà, on verra bien, mais ça sent quand même le roussi sérieusement pour Arsenal. Quant au Bayern, le Bayern, c'est quand même le Bayern de Tuchel. Je crois que c'est 2 victoires en 7 matchs depuis qu'il a repris le club. Ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Allemagne, pardon, et ils se sont fait éliminer, ils ont perdu la tête du championnat. Donc très compliqué. Alors, Tuchel dit que c'est une équipe, il a l'impression d'avoir des joueurs qui ont joué 80 matchs. Donc, peut-être qu'il jette un peu un pavé dans la mare de l'équipe, ou en tous les cas du staff technique de Nagelsmann, c'est possible. Hein. Je sais pas, mais en tous les cas, effectivement, il a beaucoup de mal à comprendre comment son équipe, qui techniquement est bien plus forte que Mayence, hein, en l'occurrence. Alors là, en l'occurrence, en plus, c'était un superbe clin d'œil pour Tuchel parce que Mayence, c'est là où il a commencé à entraîner avant d'évoluer et de devenir le grand entraîneur qu'il est. Et le coach actuel de Mayence est un de ses anciens joueurs lorsqu'il était entraîneur à Mayence. Donc c'était assez marrant. Alors Forza Juve qui nous dit « J'ai entendu que Tuchel pourrait être limogé s'il ne gagne pas le titre. » Ouais, alors... Je pense pas que tu puisses imputer à Thomas Tuchel les errements d'une équipe qu'il a entraîné 7 matchs, 9 matchs, on va dire 4 semaines. Je pense que tu peux en revanche imputer ces échecs-là récents à une direction qui a fait un peu n'importe quoi, ou pas n'importe quoi, mais en tous les cas, une direction qui n'a pas fait ce qu'il fallait ces 18 derniers mois. Je pense que c'est plus ça. Donc, je pense pas que... Et puis, en plus, même financièrement, ils viennent de virer Nagelsmann. Il va falloir lui faire un gros chèque, ou en tous les cas, continuer à le payer le temps de son contrat. Il avait un contrat qui était assez long. Tu viens de signer Thomas Tuchel. Ils l'ont pas signé pour 2 mois, c'est sûr et certain. Et Thomas Tuchel, c'est pareil. Hein, il a toujours refusé de se faire payer en cacahuètes. Donc, Thomas Tuchel, il a un très gros salaire après être passé par Chelsea. Attention. Le Paris Saint-Germain. Hein, donc, c'est quand même... voilà, il a fait 2 des clubs qui payent le plus leurs entraîneurs, et même en général. Donc là, il doit avoir un salaire
costaud au Bayern, donc ils vont pas s'en séparer. En revanche, il a intérêt à faire un très bon début de saison, ça c'est sûr, parce qu'il aura 3 mois. Si en 3 mois son jeu, sa patte ne ressort pas, il va sauter. Ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas qu'en fin de saison tu puisses virer Thomas Tuchel alors que lui récupère une équipe qui est démotivée. Encore une fois, je les appelle fréquemment ces derniers temps les sénateurs, les joueurs du Bayern. Ils se réveillent quand ils ont envie. Alors ils sont bons, mais ils n'arrivent plus du tout à être bons, on va dire 50 matchs par saison. Ils vont être bons peut-être 7-8 matchs par saison, où vraiment tu te dis « Ah ouais, le Bayern, c'est chaud quand même ». Mais en fait, le reste du temps, ils sont vraiment quelconques. Donc voilà. Et ça parle d'un nouveau président aussi, ce club part en vrille, le FC Hollywood. Alors, ça pour moi, je suis plus d'accord, tu vois. Effectivement, la gestion d'Oliver Kahn depuis le début, je suis pas sûr que... Après, c'était très compliqué de passer après la direction précédente, qui a eu des succès incroyables. Mais c'est clair que Oliver Kahn, je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Je suis pas sûr qu'il amène... la sérénité, la protection dont a besoin le vestiaire. Ça a toujours été quelqu'un qui était très très éruptif, Thomas Tuchel, Oliver Kahn. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit le meilleur président que le Bayern ait eu ces derniers temps. Et peut-être qu'il va sauter, et peut-être que ce sera pas mal, ce sera même plutôt bien. Donc ça peut être lui. Je pense qu'il est responsable des résultats. Est-ce qu'il a tout fait? Non, c'est pas lui qui entraînait les joueurs, mais c'est lui qui a pris toutes les décisions avec Hassan Salihamidzic, et ce serait aussi bien de se séparer d'Hassan Salihamidzic, je pense. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un super directeur sportif. Je pense que en Allemagne, il y a énormément de très bons directeurs sportifs, et ce serait dommage de s'en priver. Voilà, Salihamidzic, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'homme idoine, mais bon, bref. Voilà, en tous les cas pour le Bayern qui a craqué, Dortmund qui a gagné. Après, j'ai vu l'interview de Jude Bellingham à la fin du match qui disait oui, enfin bon, on a gagné, le Bayern a perdu, nous on a gagné. La semaine dernière, on était moins que rien parce qu'on avait perdu ou fait match nul. La semaine encore avant, c'était sûr qu'on avait gagné le titre. Et puis encore la semaine d'avant, on était moins que rien parce qu'on avait perdu. Et le Bayern, un coup, ça y est, le Bayern est revenu, et puis là, c'est fini et tout. Il dit non, en fait, moi, personnellement, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est de gagner tous les matchs qui vont se présenter jusqu'à la fin de saison. Et comme ça, je serai sûr qu'on sera champion. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire si on a vraiment pris un avantage définitif. Et il a tout à fait raison. Honnêtement, c'est vraiment très compliqué de prédire l'avenir de la Bundesliga, mais une chose est sûre, c'est que jamais, en tous les cas depuis ces 8, peut-être 9 dernières années, le Bayern s'est retrouvé dans une telle position à si peu de journées de la fin. Honnêtement, en plus, vous savez que l'Allemagne est un championnat à 18 clubs, donc il n'y a pas 38 journées aller-retour, il y en a moins, donc 36. Moins 2, 34. Donc voilà, donc c'est 34 journées, ils sont quasi à la fin du championnat. Donc là, ça commence à sentir vraiment le roussi pour le Bayern. Après, je parle très souvent avec un ami qui est supporter du Bayern, et je lui dis la meilleure chose possible pour le Bayern, c'est qu'il ne soit pas champion. Faire une saison blanche pour le Bayern, c'est la meilleure nouvelle possible si on veut être crédible lorsque les dirigeants arrivent et disent bon on fait une razzia et on redémarre sur un nouveau cycle. Parce que là on est toujours limite à moitié sur le cycle de la Coupe du Monde 2014 et de la Champions League 2013, d'accord ? En gros, c'est ça. On a encore des joueurs qui sont en fin de vie, type Thomas Müller, etc. D'ailleurs, au Borussia Dortmund aussi, avec Mats Hummels ou des genres comme ça. On est sur la nouvelle génération qui était censée les remplacer dès 2016, 2017, 2018. Qui n'a jamais eu aucun résultat en équipe d'Allemagne, qui est toujours passé à travers. Donc voilà, les Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka, etc. Et parce que oui, j'avais oublié bien sûr Neuer dans cette clique. Et on n'a toujours pas la next gen qui devrait arriver, celle de 2020, 2022 plutôt.
qui devrait normalement prendre le pouvoir au Bayern, c'est-à-dire les Florian Wirtz, c'est-à-dire tous les jeunes joueurs, les Kai Havertz par exemple, qui devraient être là, les Julian Brandt qui devraient être transférés au Bayern Munich. En tous les cas, c'est la philosophie du Bayern. En théorie, ces 3 joueurs-là, ils devraient être au Bayern. Ils ne devraient pas être à Chelsea, encore au Borussia Dortmund et encore au Bayer Leverkusen. Ça doit être des joueurs qui, la saison prochaine, jouent au FC Bayern. Donc voilà. Et c'est pareil, ils n'ont toujours pas trouvé de club. Donc ils sont dans un espèce de mi-cycle. Et franchement, les Leroy Sané, Gnabry et tout, bah, ok, ils ont gagné une Champions, mais je pense que leur cycle est terminé. Et le cycle des champions du monde 2014, alors là, il est carrément terminé, mais ils continuent à avoir le pouvoir dans le vestiaire. Et je pense que c'est important de perdre pour pouvoir se renouveler. Si tu perds pas, tu te renouvelles pas parce que tu penses toujours que tu es dans le bon cycle en fait. Et tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte qu'en fait, tu crois que tu es proche, mais en fait, tu es très très loin de gagner. Donc voilà, c'est un petit peu l'Atlético Madrid dont on parlait la semaine dernière avec Simeone. Tant qu'il fera des performances et qu'il les amènera en Ligue des Champions, en fait, l'Atlético n'osera pas passer à autre chose. Et plus ça va, plus il joue un football qui s'éloigne du football contemporain. Parce que Simeone est resté bloqué en 2017, quoi. Et sa finale de Champions. Donc, ou 2016 et 2018, je sais plus, je me souviens plus exactement. Mais il est resté bloqué là-bas. Et depuis, ça joue toujours de la même manière à l'Atlético, alors que le football a changé, quoi. Vous savez bien qu'il y a un grand philosophe qui s'appelle Kylian Mbappé qui l'a dit. Il a dit « Le football, il a changé ». Donc il faut l'écouter. Donc voilà. Alors, le FC Hollywood, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Le FC Hollywood, en plus, à l'avant-dernière journée, il y a un Bayern-Leipzig. Alors bon, Leipzig a pris une sacrée rousse contre le Bayer Leverkusen ce week-end. D'ailleurs, c'était très très bien. Le meilleur buteur de Bundes à 30 ans, ça veut tout dire pour la Bundes. Oui, alors c'est clair, ils savent plus fabriquer un numéro 9. C'est comme le championnat d'Italie. Les Italiens ne savent plus fabriquer un numéro 9. Et même si c'est Raspadori hier qui marque contre la Juve, mais sinon, ils savent plus fabriquer un numéro 9. Et le football allemand, c'est la même chose. Alors que c'était finalement, le football allemand, c'était vraiment, le numéro 9, c'était vraiment le joueur qui savait fabriquer. Le football italien, c'était plutôt le défenseur central, mais c'est-à-dire que ils avaient aussi des bons neufs quand même, les Italiens. C'est pour ça que voilà, c'est souvent eux qui gagnaient quand ils croisaient les Allemands. Mais bon, donc voilà. Voilà, en tous les cas pour Arsenal et le Bayern, je pense que j'espère que Dortmund ira au bout. Ça fera du bien à la Bundesliga, ça fera du bien au football allemand, ça fera du bien au Bayern. Ça fera pas du bien à mon ami fan du Bayern, mais c'est comme ça. Donc voilà. On va passer à ceux qui ont franchi le pas hier soir. J'ai assisté à un superbe, alors dans l'intensité, hein, pas forcément dans la qualité de jeu, quoique le Napoli en deuxième mi-temps a quand même très 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 bien joué. Ouais, le Ludo, il a pas dû être content du tout, effectivement. Donc le Napoli et le Barça à un pas du titre. Pourquoi ? Parce que je pense que le Napoli, en battant la Juve après cette désillusion vraiment qui doit être amère d'avoir perdu contre le Milan en quart de finale de Champions League et d'avoir subi une très grosse défaite en championnat, enchaînée par un piètre match nul en championnat aussi entre les 2 tours des quarts de finale. Le Napoli avait besoin de se rassurer et c'était le gros test. Il était très possible qu'après cette série de défaites contre Milan, hein, donc, parce qu'ils ont quand même fait 2 défaites, un match nul, plus au milieu un match nul, donc en gros ils ont fait 2 défaites, 2 matchs nuls en 4 matchs. S'ils avaient encore perdu contre la Juve, je pense que ça aurait été très très compliqué d'aller de l'avant et de se dire mais ça se trouve, on a gagné le titre. D'ailleurs, hier soir, quand ils sont rentrés, les Napolitains, ils ont fêté le titre quasi comme si... Enfin, ils ont fêté la victoire quasi comme s'ils fêtaient le titre. Je ne sais pas si vous avez vu ces images complètement folles. D'ailleurs, je vous encourage à aller les voir. C'est vraiment marrant de voir le bus du Napoli qui rentre de l'aéroport et suivi par une cohorte de scooters qui klaxonnent dans tous les sens. Finalement, les joueurs montent sur le toit du bus, célèbrent avec des drapeaux, etc. Mais comme s'ils avaient gagné le titre. Et ça, c'est juste une victoire contre la Juve à
à 5 journées de la fin, 6 journées de la fin. Donc c'est vraiment très 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 important la victoire. Pourquoi ? Parce que jusqu'au bout, le Napoli va pas rencontrer des adversaires qui sont très très forts, et je pense que ça les a définitivement rassurés sur le fait qu'ils allaient être champions et que plus rien ne pouvait les arrêter. Il faut savoir que la semaine prochaine, il y a un Inter-Lazio et le Napoli joue en même temps, je crois, contre Bologne. Et si la Lazio ne gagne pas et que le Napoli gagne dans le même temps, ils sont champions. Donc franchement, c'est quasi impossible qu'ils soient pas champions. Alors peut-être pas la semaine prochaine, parce que peut-être le Lazio va gagner, et même si le Napoli gagne contre Bologne, ils seront pas champions. Mais franchement, ça va être très compliqué, et c'est pour ça que ce match contre la Juve, qu'aurait peut-être pu les faire basculer dans une espèce de vortex où ils enchaînent les défaites et ils perdent complètement la confiance. En fait, une énorme victoire comme ça, ils savent qu'ils sont champions maintenant. Donc voilà, donc je pense que le Napoli est champion d'Italie. Bravo à eux, ils ont fait une saison absolument incroyable. Comme dit Forza Juve dans les commentaires, la soirée du titre va être folle, on n'est pas prêt, ça c'est clair, parce que déjà quand on voit ce qu'ils font pour le jour de l'an, je sais pas ce que ça va donner le titre de champion. Là, ils ont gagné contre la Juve, déjà hier soir, c'était folie à Naples. Donc le titre de champion, mais ça va être fou. D'ailleurs, Naples a demandé à ce que ils jouent en même temps, c'est pas prévu là pour l'instant, parce que c'est trop loin de la fin du championnat. Mais ils ont demandé à jouer en même temps que l'Inter-Lazio pour que ça ne fausse pas, on va dire, le suspense, qui gagne pas devant la télé, quoi, parce que normalement le Napoli joue la veille. Donc voilà, effectivement, ce serait cool qu'ils jouent en même temps que l'Inter. Comme ça, si jamais l'Inter gagne, ils sont champions à la fin du match et ils ont eu l'impression de le gagner sur le terrain, donc c'est cool. Alors juste Forza Juve, quand même, je reviens sur ce commentaire, je suis obligé de revenir dessus. Quel vol ce match Naples-Juventus, merci pour eux l'arbitre. Alors, je suppose que tu parles du but annulé pour la faute de Milik à la récupération du ballon. Je peux comprendre que tu penses que c'est un petit peu sévère, mais je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire qu'il y a faute. C'est une faute légère, ça c'est vrai. C'est pas non plus la faute du millénaire, mais Milik touche le joueur avant de toucher la balle. J'ai revu le ralenti plusieurs fois hier soir, et il y avait effectivement... il touche d'abord la jambe du joueur. Ensuite, juste après, il touche la balle, c'est vrai, mais le joueur ne peut plus jouer la balle. Donc c'est compliqué. Donc je pense pour moi qu'il y a faute, même si c'est une faute très très légère. Après le deuxième but, la balle elle est clairement sortie de la Juve, parce que donc pour ceux qui n'ont pas vu le match, la Juve marque 2 buts qui sont refusés. Le premier donc pour cette faute tout au début de l'action qui est devant la surface de réparation de la Juve, et donc Milik tacle, récupère la balle mais fait faute. L'action va jusqu'au bout, il y a but, tout le monde célèbre, le stade prend feu, etc. Et puis finalement, il y a eu VAR et annulation du but à cause de cette faute de Milik. Et puis ensuite la deuxième, donc oui, effectivement, il y a vraiment sortie de balle. Forza Juve qui dit « On n'a jamais vu le ralenti sur le soi-disant ballon au dehors, en direct, il a l'air dehors ». Ah non, moi je l'ai vu le ralenti. Non, mais je te promets, je l'ai vu. Alors en direct, juste après, quoi. Juste après, pendant le match, ils ont montré le ballon qui sort vraiment. Il n'y a pas photo. Il sort vraiment en 6 mètres avant qu'il le centre et qu'il y ait ce but de Adrien Rabiot, si je ne m'abuse. Ou c'est Rabiot qui centre, je me souviens plus. Donc voilà. Tu penses que c'est bon pour Zidane ? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et son contraire. Allegri, s'il les qualifie en Champions League, 2e du championnat, ça va être compliqué. Mais j'espère que pour le football italien, pour la Juve, pour tout, j'espère qu'Allegri va se barrer. Je veux plus jamais le voir. Franchement, c'est vraiment un entraîneur du passé, lui. C'est comme Simeone. Faut vraiment qu'il s'en aille loin, quoi. Qu'il prenne sa retraite, qu'il kiffe un peu. Il a gagné des sommes astronomiques, mais va jouer avec tes enfants dans le jardin. C'est bon, tu vois. Même ses enfants, ils vont s'emmerder si c'est lui le coach. Enfin bon, bref. Donc, excusez-moi pour le langage fleuri. De toute façon, à la Juve, on attend Zizou. Ouais, au revoir Allegri. Allez, lâche les infos. Écoute, on verra bien.
En tous les cas, voilà, le Napoli, je pense, a fait le pas décisif pour le titre du champion d'Italie et il fait grandement honneur au championnat d'Italie, donc c'est vraiment top pour eux. Le Barça, de l'autre côté, jouait l'Atlético, justement, d'un autre coach éculé. C'est marrant, hein, parce que les deux équipes qui gagnent en Italie et en Espagne jouent deux coachs du passé pour finalement gagner. Alors, est-ce un signe du destin footballistique? C'est possible. Mais Cotonou qui dit allez lâche les infos Medilix. Non, je veux pas terminer comme comme Julian Assange. Donc laissez-moi tranquille. Donc oui, le Napoli et le Barça. Donc le Barça, pardon, qui va gagner 1-0 avec le Barça a un record absolument incroyable dans le football. Honnêtement, c'est moi quand j'ai lu cette stat aujourd'hui, mais pas que parce que depuis le début de saison, je me dis mais c'est pas possible qu'ils aient pris que 6 buts et tout, et ils en ont pris 3 contre le Real. Donc ils sont passés à 9 buts. Ça veut dire qu'ils ont pris 3 buts contre le Real au match retour. Et pourtant, dans toute la saison, le Barça a pris 9 buts. 9 buts. Non mais c'est incroyable. Honnêtement, je ne m'en remets toujours pas. Ter Stegen a fait une saison absolument stratosphérique après avoir traversé 2-3 saisons qui étaient vraiment compliquées. Ter Stegen, il est stratosphérique cette année. La défense, Araujo, c'est pas mal, hein. Honnêtement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment bien. Baldé, c'est bien aussi. Donc voilà, ils ont enfin réussi à trouver un remplaçant à Alba, oui, à Alba. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Et ils ont une super défense. Ils ont un milieu de terrain qui est quand même relativement agressif, hein, en particulier grâce à Gavi. Donc voilà. Et puis c'est vrai que ce qui est marrant en revanche, c'est que le Barça va être champion grâce à sa défense, hein, alors qu'ils ont recruté Lewandowski, mais c'est tellement à l'antithèse de ce que le Barça se dit être, hein, parce que effectivement, le Barça a changé sa philosophie de jeu à partir de l'arrivée de Johan Cruyff, on va dire, en tant qu'entraîneur. En tous les cas, c'est-à-dire quand Cruyff a intégré le staff technique du Barça, donc c'était pas il y a 500 ans, c'était dans les années 90, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est tellement à l'antithèse. Ils gagnent limite comme une équipe italienne des années 90, 2000. Donc c'est marrant. En tous les cas, c'est cocasse. Moi, ça m'amuse. C'est tous ces gens là du Barça qui ont donné des leçons à l'Europe entière pendant des années sur le football. C'est comme ça que ça se joue. Il y a que comme ça que ça peut se jouer, etc., etc. Et qui maintenant gagne un titre de champion d'Espagne avec une des attaques les moins prolifiques du championnat d'Espagne, et d'un champion d'Espagne, et une défense digne du pire catenaccio de l'Inter des années 60. Donc voilà, c'est assez drôle. Voilà. En tous les cas, le dernier écueil sur la route du Barça pour le titre, c'était l'Atlético, très clairement. Ils ont très bien géré le match, en revanche, parce que l'Atlético était bien agressif. Griezmann a fait un match stratosphérique, et à chaque fois, il a rencontré Ter Stegen. Franchement, Griezmann est à 3 occasions. Les 3 occasions, il fait tout parfaitement. Et à chaque fois, il y a Ter Stegen ou la transversale. Mais en tous les cas, c'est vraiment impressionnant. Et Griezmann, il est vraiment chaud en espèce de neuf là. Faux neuf, franchement, ça c'est une vraie réussite en tous les cas, le retour de Griezmann. En plus, je pense qu'il aurait bien aimé marquer au Barça et éteindre le Camp Nou. Je pense que ça lui aurait fait plaisir après les mauvais moments qu'il a passé au Camp Nou. Donc voilà, c'est dommage pour lui. Je suis assez triste, mais bon. La diff, c'est Piqué. Ouais, c'est clair. Piqué, il est parti. Ils ont enfin retrouvé une défense. Bonsoir le chat. Oui, effectivement. Tout à fait, vous avez raison, le chat se balade. Donc voilà, ça parle beaucoup de Firmino au Barça. Stegen, c'est beaucoup mieux que Loris, bande de rire. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. On va faire un petit, je sais pas si vous avez regardé. Je ne sais même pas si c'est un match de foot ou alors un match de handball. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors de Newcastle, Tottenham. C'était complètement dingue. Et en l'occurrence.
En l'occurrence, ils ont pris, en 19 minutes, un 5-0, je crois. C'était complètement fou. En 3 minutes, ils prennent 2-0. Au bout de 8 minutes, il y a 3 ou 4. Isaac, il marque un doublé en 2 minutes entre la 16e et la 18e minute. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça s'est terminé à 6-1. Loris, il est même pas revenu après la pause. Franchement, c'était fou. C'était vraiment fou. Ouais, comme dit Forza Juve, je recevais les notifs, je me suis dit, sur mon smartphone, il y a un souci. C'est clair, tu te dis, ah, j'avais pas de réseau, je viens de recevoir toutes mes notifs d'un coup. C'est sûr et certain. donc voilà, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre le truc, c'était vraiment la stratosphère. Donc voilà, bref. En tous les cas, pour le Barça et pour le Napoli, un Barça très solide qui gagne la Liga de façon logique. C'était pas logique au début de la saison, mais vu la consistance de la saison, de la saison qu'ils ont fait, bah franchement c'est logique. Ok, ils ont eu 2 accros contre le Real. Ils se sont pris quand même des sacrés roustes. C'est bon, bah voilà, ça peut arriver. Ça ne change pas que effectivement ce Barça est ultra solide. Bon, alors en Coupe d'Europe, c'était autre chose. Hein. C'était vraiment autre chose en Coupe d'Europe. Mais en Espagne, ils arrivent à pas prendre de but. Après, le championnat espagnol est vraiment le championnat le moins prolixe d'Europe, hein, devant la France. Donc, c'est un peu normal aussi que finalement la meilleure défense se trouve en Espagne. Il faut relativiser. Mais ce 9 buts en un championnat est un record européen ever. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a pris si peu de buts à la 32e journée d'un championnat européen depuis 1902, quoi, un truc comme ça. Ça n'existe pas, ça, normalement. Bon. Donc voilà, donc c'est quand même à noter. C'est quand même à noter. Voilà, en tous les cas pour les championnats, bah écoutez, ça bascule hein, d'un côté et de l'autre. Le championnat allemand est encore un petit peu indécis, mais sinon le championnat anglais, et on saura mercredi, je pense. Le championnat d'Espagne et le championnat d'Italie, c'est plié. Et puis je voulais faire un petit tour par le nord de la France avant de rentrer. Un petit tour bucolique par Tourcoing, Lens, etc., etc. Je pense que c'est important. Alors, juste un petit mot, avant de faire Lens, un petit mot sur le FC Bâle, un club suisse en demi d'une coupe européenne, c'est cool. En demi contre la Fio, le Mo Salah. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le Mo Salah derby entre la Fiorentina et le FC Bâle. Je sais pas comment ça se passe pour le coefficient FIFA, mais le championnat espagnol, il laisse à désirer depuis 2-3 ans. Ah oui, là on est plus que ça. Là. Oui, là, le championnat d'Espagne recule très clairement. Le niveau du championnat d'Espagne commence à devenir très très inquiétant, parce qu'il y a encore un Real très très performant, un Barça qui cette année s'en est sorti en championnat, mais on a vu ses prestations en Coupe d'Europe. Mais après, derrière, c'est le désert. Ok, bon, le FC Séville arrive en demi-finale de Coupe d'Europe, mais ils sont 13e, 14e du championnat. Donc c'est plus parce qu'ils savent maîtriser cet événement-là en particulier, c'est-à-dire la Ligue Europa, qui est leur coupe, plutôt que parce qu'ils sont vraiment forts. Parce qu'en plus, les 3 buts contre Manchester, c'est les 3 cadeaux, quoi. Donc c'est même pas des buts de leur part, c'est juste que eux, ils savent comment jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, parce que ils le font chaque année quasi, quoi. Donc ça c'est la grosse différence. Mais oui, le niveau du championnat d'Espagne, je suis tout à fait d'accord, recule. Et puis ces derniers temps, heureusement que le Real gagne la Champions, parce que sinon leur point UEFA chaque année, en fait à chaque fois t'as que le Real qui va jusqu'au bout. Les autres ils s'arrêtent en 8e de finale. Là t'as Séville cette année, donc voilà. En parlant de coefficients, si l'AZ Alkmaar gagne tous ses matchs de Coupe d'Europe, les Pays-Bas passeraient devant la France. Oui, ça faut pas, ouais. C'est très possible, c'est très possible. En même temps, encore une fois, le championnat des Pays-Bas, le championnat belge, le championnat du Portugal a plus de performances en Coupe d'Europe que le championnat français, donc ce serait normal. En vrai, il n'y a pas scandale si le championnat français se retrouve 6e, 7e ou 8e à l'indice UEFA. Hein. Donc voilà, enfin moi ça me semble juste normal au regard des performances européennes des clubs français en général, excepté le Paris Saint-Germain. Et encore, heureusement qu'ils ont le Paris Saint-Germain, parce que sinon ce serait incroyable, quoi. Mais il n'y a pas besoin de l'AZ Alkmaar. Hein. Dans peu de temps, de toute façon, si ça continue comme ça, et malheureusement ça va continuer comme ça, ils vont de toute façon sauter du top 5. Ça c'est sûr. Donc voilà.
Tudor va pas être content. Non, ça c'est vrai. Maguire, Crécor le Droudieu, enfin, Maguire et De Gea, hein, parce que De Gea, il était à la ramasse. Ce gars-là, c'est pas un gardien de 2020. De Gea, il est pas bon, quoi. Il est juste bon sur sa ligne, mais tout le reste, les sorties, il sait pas, le pied, il s'en sert pas, enfin bref, c'est très compliqué. C'est un Donnarumma bis, moins bon sur sa ligne, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, allez, on termine par Lens. On fait un petit tour là-haut. On va aller manger des fricadelles et puis des frites. Le truc, c'est que effectivement, Lens, c'est un peu le chouchou français. Je pense qu'en France, il n'y a pas grand monde, excepté les Lillois, qui n'aiment pas Lens. Lens, c'est une équipe, c'est même une ville qui représente un peu tout ce que la France aime. C'est en gros des travailleurs, des gens simples, mais très chaleureux, très sympathiques, un public de fous, jamais un problème de hooliganisme ou quoi, juste des gens qui chantent, qui sont très émouvants, qui sont passionnés, qui sont heureux d'être là, une équipe qui se prend pas la tête, qui se prend pas pour une autre, qui a des valeurs, qui ne sont pas par exemple les valeurs du Paris Saint-Germain, qui n'a pas la pression des grands clubs comme Lyon ou Marseille, parce que en fait tout est une surprise à Lens. Donc voilà, depuis 1998 et le titre de Lens en championnat, en fait, il y a eu la grosse dégringolade, la chute en D2, etc., la faillite quasi et tout. Mais depuis qu'ils remontent vers l'élite du football français, d'ailleurs ils sont remontés en première division de façon un peu aléatoire, c'était pas prévu. Ils gagnent je crois c'est au barrage, au penalty. Enfin bref, c'était pas prévu du tout. Ils sont là un peu par hasard. C'est allé beaucoup plus vite que prévu. Mais en fait, depuis qu'ils sont revenus, en fait, ils font des bonnes prestations. Chaque année, ils grandissent un peu plus, sans se prendre pour d'autres. Ils recrutent pas des joueurs stars, etc. Au contraire, ils recrutent les bons joueurs au bon endroit. Ils ont un président qui a un plan, qui sait ce qu'il fait, qui investit de l'argent, mais pas non plus de façon inconsidérée. Et ils ont surtout des gens qui comprennent ce que c'est que le RC Lens comparé à plein d'autres clubs. Alors, Marseille, ça va beaucoup mieux depuis que Pablo Longoria est à la tête de l'OM, mais pendant des années, avec les charlatans qui dirigeaient ce club, c'était des gens qui ne comprenaient pas le club, qui ne comprenaient pas la philosophie du club, etc., etc. Au Paris Saint-Germain, j'en parle même pas, parce que là, on est sur une autre planète, c'est-à-dire que je sais même pas s'il y a encore des supporters du Paris Saint-Germain qui se reconnaissent dans ce club-là. Honnêtement, hein, je m'interroge, parce que c'est même plus un club, je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est une équipe d'Harlem Globetrotters. Je sais même pas pourquoi ils sont inscrits dans des compétitions de football. Alors là, ils gagnent le championnat de France parce que, très clairement, encore une fois, malheureusement, le niveau du championnat de France, c'est le niveau du championnat de France. Donc voilà. Mais le Paris Saint-Germain, c'est quand même dramatique. S'il n'y a pas Kylian Mbappé, il y a rien dans cette équipe. Il y a que dalle, quoi. Donc voilà, en tous les cas, Lens, c'est exactement l'inverse. C'est l'antithèse du Paris Saint-Germain, même si c'est détenu par des capitaux étrangers aussi, hein, faut pas rêver, qui ont fait fortune dans la finance. Attention, donc pas croire que c'est des prolétaires qui détiennent le RC Lens, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai en revanche que le RC Lens a des valeurs, représente quelque chose, a un idéal de football, et sur le terrain hier soir encore contre Monaco, c'est ce qu'ils ont montré pendant 90 minutes. Ils ont fait un pressing de dingue. Ils ont des joueurs qui sont emblématiques du club, et pourtant c'est des pièces rapprochées. Hein. Fofana, rapportée. Fofana, c'est pas un Lensois de cœur, il a pas été formé à Lens et tout, mais en revanche, il a les mêmes valeurs que Lens, et Lens a su lui transmettre ces valeurs, et ils se prennent pas pour d'autres. Et c'est vrai que Lens, je les vois jamais gagner, ils vont jamais gagner, c'est sûr que non. Enfin, quasi, ça m'étonnerait qu'un jour ils prennent le championnat de France à Paris, mais c'est un magnifique deuxième. C'est pour ça que je les appelle les poulies d'or du football, parce que finalement on aime les voir deuxième, on aime les voir au sommet, mais en même temps on aime avoir aussi une équipe de stars qui gagne, hein, que ce soit Marseille, Lyon ou Paris, parce qu'on a l'impression qu'on sera mieux représenté par eux, mais en même temps, on aime Lens pour toute la candeur qu'ils rendent au football. Donc voilà. Moi, je voulais juste dire ça, c'est mon avis. Je pense que Lens, c'est le chouchou français. En tous les cas, en France, c'est mon chouchou, parce que c'est
autant les gens de cette ville et de cette région sont chaleureux, ont des valeurs, etc., etc. Et ben tout ça, toute cette chaleur humaine, toutes ces valeurs sont retransmises sur le terrain et dans ce club. Et c'est vrai qu'il y a juste à écouter les corons dans le stade de Bollaert pour comprendre que c'est voilà que ce club a une âme. Donc voilà, je voulais le dire parce que je le pense sincèrement. Je les chambre beaucoup parce que c'est pour ça qu'on est là. Le football, ça c'est fait pour chambrer, mais ça n'empêche que Lens est une très très belle équipe de football et aussi est une très très belle équipe en termes de profondeur. Voilà. Donc voilà. C'était mon avis pour ce soir. Forza Juve, sauf qu'ils sont 3e, Lens si jamais, effectivement. Mais pour combien de temps ils doivent rencontrer Marseille. Attention, je suis désolé, mon Forza Juve, mais ils doivent rencontrer Marseille. Et donc, voilà. Ça va être très très serré parce que c'est deux belles équipes. Hein. Attention, hein. Je dis pas que Lens est plus fort que Marseille, mais c'est quand même deux très belles équipes. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires. D'ailleurs, les jeunes ont gagné la Youth League avec des résultats dingues pour la Z Alkmaar, ouais, c'est vrai. Saison Covid, ils sont montés alors que c'était ultra serré, absolument, c'est ça. Okotonojo qui dit « Depuis qu'il n'y a plus Giroud, le foot est mort en France. » Ouais, c'est vrai. Déjà, les entraîneurs mettent plus de bonnet, donc ça, c'est quand même la loose. Forza Juve, t'as vu le club repris par 2 acteurs américains qui montrent des 4 anglaises. Oui, c'est comment il s'appelle ce club? Ah là là, Warmock ou un truc comme ça. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Okotonojo, ça coule de source et tapis. Goat. Bref, ok. Bon, en tous les cas, voilà. Écoutez, ça a été encore un plaisir de passer du temps à parler football avec vous. On s'est encore un petit peu étalé ce soir, mais c'était cool, c'est parce que c'était intéressant. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé de partager tout ça avec vous. Wrexham, voilà, absolument, t'as tout à fait raison. Ouais, je disais War, comme, mais bon, bref, il y avait un W. J'étais déjà bien passé, un R et tout. Il y avait 2-3 lettres qui correspondaient. Donc, oui. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce temps-là avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai vraiment hâte d'être à jeudi parce qu'on va pouvoir débriefer la finale du championnat d'Angleterre, hein, parce qu'on peut considérer que c'est la finale. Hein. Je pense qu'après Manchester City, s'il passe devant, Arsenal ne les revoit plus. Mais bon, ça, dans le football, tout est possible, vous le savez. Et puis Arsenal a un sacré calendrier. Manchester City a un sacré calendrier en fin de saison, vu qu'en plus ils ont la finale de Cup à jouer, finale de Cup, demi-finale de Ligue des Champions, potentielle finale de Ligue des Champions si jamais ils arrivent à battre leur bête noire, le Real. Donc oui, ça fait beaucoup, mais ils ont l'effectif qu'il faut. Donc voilà, jeudi on va débriefer tout ça et je pense que ça va être fantastique. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à retrouver Buonasera Calcio sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Et puis, bien sûr, à écouter sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Et puis YouTube pour revoir les vidéos, ou bien sûr, Twitch pendant 7 jours. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les recommandations, et s'il vous plaît, partagez-le à vos amis si ça vous plaît. Voilà, allez, je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là encore ce soir. Et puis n'oubliez pas. Hein. Ciao les gars, ciao, ciao.